On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on dédie l'émission aux 35 ans de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. C'est une institution dans la région. Le renfort en lui-même, oui, mais il y a eu de gros changements suite à la désinstitutionnalisation. Et puis aujourd'hui, le renfort a toujours quelques activités dans l'année pour amasser des sous, mais aussi pour en redonner à des usagers. Au-delà de 250, on parle de TSA, troubles spectre de l'autisme, déficience intellectuelle. On est dans cette famille-là. Bref, on fait le tour de la question aujourd'hui avec les principaux organisateurs. La Fondation Le Renfort Grande Ligne célèbre son 35e anniversaire. Avec nous, deux invités pour en parler. D'abord, il est consultant au développement pour la Fondation, Jacques Charette. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagné de Marie-Josée Lamotte, qui est la directrice générale. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, 35 ans, mais tu n'étais pas là le jour 1. Et ça aurait pu. J'étais sur le conseil d'administration de l'établissement. Quand même. Oui, parce que c'était le Club Richelieu qui avait fondé à l'époque le renfort, l'établissement. Et puis, toujours eu, quand le gouvernement avait racheté l'établissement du Club Richelieu, il y avait une clause qui devait toujours avoir 2 membres du Club Richelieu qui siègent sur le conseil d'administration. Donc, moi, j'étais sur le conseil d'administration de l'établissement au moment que la Fondation a été créée. Bon. Quel est l'historique de la Fondation? Parce que le renfort, pour les plus vieux d'entre nous, ça nous dit quelque chose. Même on se rappelle du bâtiment qui était à Saint-Luc, pas très loin de Gertrude-la-France. Mais après ça, évidemment, les services gouvernementaux ont beaucoup changé. Évidemment, on pourra y revenir tantôt. Mais la Fondation en tant que telle, quels sont les premiers balbutiements de la Fondation? Bien, il y a eu une raison bien claire, bien simple qui a été fondée. C'est que c'est à l'époque de la désinstitutionnalisation, le grand mot, là. Fait que la désin, quand elle s'est faite, il fallait sortir les usagers de l'établissement. On les envoie où? On les place où? On fait quoi avec? Alors, c'est là que la Fondation est arrivée. La Fondation, elle, comme mandat, ce qu'elle avait, c'était surtout de s'organiser pour avoir des maisons pour héberger ces personnes-là. Fait que c'était ça à l'époque, c'est de là que ça a parti. Fait que, aujourd'hui, la Fondation, on a 9 résidences qui servent une bonne partie c'est l'établissement qui gère ces résidences-là. Bon. Parlons des activités au quotidien de la Fondation, parce que, bon, dans le cours d'une année, vous avez plusieurs activités bénéfices, évidemment. Tout à fait. Jacques fait référence aux 9 résidences en question, mais le quotidien de la Fondation ressemble à quoi aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de gestion quand même, selon les volets un petit peu que Jacques a exprimé. Alors, évidemment, le volet des résidences. Alors, il y a un volet immobilier à tout ça. On ne gère pas ce qui se passe à l'intérieur des maisons. C'est le gouvernement, dans le fond, qui le fait par le réseau de la santé, par le SISMO, qui est dans notre région. Mais quand même, il faut voir à toutes ces résidences-là l'entretien, les réparations et tout ça. L'autre volet, évidemment, c'est d'organiser les activités, de gérer, de faire ces activités-là. Alors, c'est vraiment, je pourrais dire, là, de l'événementiel. Puis la troisième section, je pourrais dire, au volet de mon travail, c'est beaucoup au niveau des dons. Donc, ce qu'on fait avec tout cet bel argent qui est ramassé, comment on la redistribue, comment on gère tout ça pour que ça puisse servir au plus grand nombre de familles possible du Richelieu. Bon. Dans une année, aujourd'hui, en 2018-2019 maintenant, la Fondation, à chaque année, ramasse à peu près combien d'argent? On ramasse dans les 300 000 à 400 000 par année dans nos revenus là, totaux, je peux dire ça comme ça. Et on réussit à redonner de cette somme-là. En 2018, enfin, on a réussi à donner 101 800 $ qui est allé directement net là, dans les poches des familles. Bon. Comment on décide de la répartition de ce que l'on dépense? On comprend un peu les différents volets auxquels vous êtes affectés, mais comment on fait le choix de dire, bon, bien, on va prendre tant de dollars, on va le mettre ici, et ainsi de suite? Comment on détermine ça? Bien, évidemment, c'est le rôle du conseil d'administration qui va dresser les grandes lignes. Évidemment, il y a tout le portrait ou le volet, je pourrais dire, là, des habitations. Alors, il y a des sommes qui, d'emblée, vont aller là. On veut conserver ce parc-là, on veut l'entretenir comme il faut. Alors, souvent, il y a une portion qui va aller là un petit peu naturellement selon les besoins qui vont être établis au niveau des maisons. Ensuite de ça, c'est un comité de dons qui va faire la répartition des dons aux familles selon ce que le conseil d'administration va bien vouloir juger, donner au fur et à mesure là, que l'année avance et évidemment selon les événements de levée de fonds. Alors, tout ce qu'on peut ramasser, évidemment, on va être de plus en plus généreux si on est capable de ramasser beaucoup. Si on revient à l'historique de la Fondation, on parlait tantôt des premières années et des raisons qui ont mené à la création de la Fondation. Qu'est-ce qu'on sait sur le premier 10 ans, le deuxième 10 ans, le troisième 10 ans? C'est quoi les principaux faits saillants, des anecdotes particulières, des activités particulières? Bref, qu'est-ce qu'on sait des premières années de la Fondation? Bien, moi, comme on a dit tantôt, je n'étais pas nécessairement là à la Fondation,
mais ce qui m'a été compté, parce que j'étais quand même dans l'établissement. Mais il y a un don qui nous était arrivé comme ça au début, puis ça avait été extraordinaire quand on démarre une fondation, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a décidé d'envoyer un chèque de montant de 10 000 $. Fait que d'où ça venait? C'est M. Guy Lafleur, le joueur de hockey, qui, il y a 35 ans, avait fait une pub ou quelque chose semblable, et il avait un cachet, et il voulait le remettre à une fondation. Et quelqu'un de l'entourage de la fondation qui avait parlé d'un monsieur, où il l'avait vu, je ne sais pas trop, dans le journal, puis comme ça, il a décidé d'envoyer ça à cette fondation-là. Fait que M. Lafleur, on l'a bien apprécié, on ne l'a jamais vu comme tel. On aimerait ça qu'il vienne nous voir, mais on ne l'a jamais vu. Mais encore dernièrement, on l'avait sollicité parce qu'on aurait aimé ça qu'il vienne nous voir. Ouais. Et puis, il vient nous envoyer encore un cachet parce que suite à notre invitation, il a repensé encore à nous. Et puis, on a reçu un beau chèque. On est sur le point. On nous a contactés pour nous dire qu'on recevrait un chèque. Fait que ça, c'est une assez belle anecdote de pourquoi Guy Lafleur, comme ça, qui s'est retrouvé dans notre portrait. Mais on est super content de Des fois, c'est un concours de circonstances parce que, bon, il faut quand même se remettre dans le contexte 35 ans plus tôt. Là. Ça fait quand même quelques années de ça. Puis 10 000 $ il y a une trentaine d'années, c'est quand même une somme appréciable. Ça l'est encore aujourd'hui, mais on peut imaginer à l'époque que c'était encore plus important. On peut imaginer que, bon, et le pire, c'est qu'à cette époque-là, les joueurs de hockey ne faisaient pas tant d'argent, en tout cas pas comme aujourd'hui. Mais bref, lui a fait le choix de dire, bon, j'ai fait un truc, j'ai eu un cachet de 10 000 $, je vais le donner à un organisme, bon, à qui je donne ça? Puis là, bien, le hasard de la vie a tombé que c'était le nom de la fondation qui est arrivé. Ça, c'était une des anecdotes que je me rappelle. Des activités qu'il y a eu à l'époque, il y avait des soupers spaghettis. Et puis ça, c'était le CA, tout ça qui organisait ça. Ensuite, il y a eu le bingo. Il y a eu, pendant plusieurs années, il y a eu des revenus là. Et puis, il y a eu le souper gastronomique qu'on faisait avec les étudiants de la polyvalente Chanoine-Armaresco. Et puis, ça s'est fait pendant quelques années. Il y a eu un tournoi de golf aussi au Pine Grove. Puis, à un moment donné, on a reconsidéré certaines de ces activités-là. Mais il y en a il y en a deux, je dirais, qui sont là depuis fort longtemps. C'est le tirage-voyage à tous les ans qu'on vend, c'est 400 billets. 400 billets. À 150 $, fait que c'est 60 000. Puis il nous reste pas loin de 30 000 $ avec cette activité-là. Et puis, il y a notre vin fromage, la dégustation de vin fromage. On est à notre 29e édition cette année, jeudi le 18 avril prochain. Fait que ça, c'est pas mal nos activités. Et la dernière qui s'est rajoutée, qu'on va souligner le 10e anniversaire cette année, c'est la belle balade de rêve là, qui, bon an, mal an, ça va toujours de mieux en mieux. On aime bien ça. Les gens aiment ça. Fait que ça, c'est une autre belle activité. Bon. Quand on est dans le monde de la sollicitation, parce que c'est ça, hein, puis toutes les causes sont bonnes, on peut comprendre qu'après un certain nombre d'années, telle ou telle activité s'essouffle. On veut renouveler, mais en même temps, quand on pige dans le sac, d'autres aussi font d'autres types d'activités. C'est un casse-tête, ça. Comment on fait pour se réinventer perpétuellement dans ce monde-là? Ah, c'est un grand défi, vous le dites très bien. Je crois que, dans le fond, c'est de se réunir avec des gens qui vont nous stimuler, qui vont être créatifs. Donc, on a souvent des comités, bien que Jacques est le pilier, le mentor et l'organisateur en chef avec tous ses contacts et tout. On va souvent s'entourer d'un comité de gens intéressés par la chose. Alors, ça amène des idées, ça brasse les idées, ça remet en question. On essaie d'être créatif à chaque fois. Puis honnêtement, je pense qu'on a un goût semblable de toujours amener nos activités un peu plus loin, un peu plus haut, de les améliorer. Jamais on va faire la même chose que l'année précédente. On pense que pour garder justement l'intérêt des gens, bien, il faut amener une petite saveur particulière à chaque année. Fait que c'est vraiment de se remettre en question, de pousser la barre toujours plus haute. Puis je pense de s'adjoindre à des gens qui ont des idées différentes de nous. Ça permet d'avoir des choses intéressantes. Et là, j'imagine qu'année après année, le 300 000 – 400 000 que vous ramassez, là, selon les années, devient primordial. C'est-à-dire que pour maintenir les activités de la Fondation l'année suivante, on n'a pas le choix que le 300 ou le 400 000 rentrent dans les coffres, là. Tout à fait, tout à fait. On a besoin. C'est l'objectif. Puis ce qui est triste, ce qui est arrivé des années, on a beaucoup de demandes de dons. Oui. Puis malheureusement, il y a certaines années qu'on n'a pas été capable de répondre à 100 % aux demandes. Fait que là, ça, c'est le comité avec Marie-Josée, c'est eux autres qui regardent qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est bien triste. Ça nous fend le cœur parce qu'on dit oui, il y aurait encore besoin d'aide et tout ça. Puis en passant, je lance l'idée, des fois, on a une demande actuellement parce que notre concept, c'est qu'on va donner, c'est 1 000 $ par... Par personne.
qui a soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme par année civile. C'est ça. Et là, on a une famille, là, un cas bien, bien spécial. Il faudrait leur donner plus. Hein. On a un gros montant, c'est un problème de dentition, si je ne me trompe pas. Et puis, si jamais il y a un généreux donateur qui voudrait aider, ils peuvent le passer par la Fondation et on pourrait aider cette famille-là. Peut-être dédié, mais c'est un cas unique. On va avoir besoin de les aider prochainement parce que comme on fait tous les ans pour du répit, pour des camps de vacances, des choses comme ça. Mais là, c'est une demande extraordinaire qu'ils font. Puis, c'est une vital famille de la pour région personne. avec, il faut dire, 3 enfants, et les 3 enfants ont un diagnostic là, dans la même famille. Alors, c'est lourd, c'est quelque chose, et puis, en tout cas, on travaille pour les aider. Parlez-nous de la clientèle. On n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de l'entrevue. Bon, on parle de la Fondation Le Renfort. On prend pour acquis que les gens, parfois, savent un peu ce que c'est, mais quelle est la clientèle qui fréquente les services du Renfort? Alors, c'est une clientèle qui a un diagnostic soit de déficience intellectuelle ou de trouble du spectre de l'autisme. Nous, on aide les gens de tous âges. Alors, c'est une clientèle qui est très variée, qui part de la petite enfance, mais qui va jusqu'à des personnes assez âgées. Dans le territoire du Haut-Richelieu, qui s'étend pour nous, on pourrait dire, de Saint-Césaire, en passant par la Colle jusqu'à Chambly environ. Alors, évidemment qu'on est très présent dans la ville de Saint-Jean, mais on a un grand rayonnement aussi à l'extérieur de la ville, dans le Haut-Richelieu. Bon, parce que souvent, pour réaliser quelques entrevues sur le sujet, durant les années scolaires, bon, la majorité d'entre eux vont souvent aller à Marie-Rivier, je présume, la majorité, là, entre 5 et 21 ans. Mais souvent, après 21 ans, pour les parents qui vieillissent, ça devient un enjeu. Premièrement, est-ce qu'ils sont aptes ou non au travail? Est-ce qu'ils sont aptes ou non à l'autonomie pleine ou entière? Ce qui n'est pas toujours le cas. Et une fois qu'ils terminent à Marie-Rivier, il se passe quoi? C'est ça la grande question, dans le fond. Il y a un problème là qui n'est pas solutionné. Mais nous, on essaie de sensibiliser de plus en plus les gens à ça, justement. Puis on essaie ne serait-ce que par différentes activités, on va les intégrer, puis on va les intégrer. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent participer à nos activités vont voir que ces gens-là peuvent vivre plus souvent comme bien d'autres personnes avec leurs différences. Fait qu'on essaie de les approcher là, puis qu'éventuellement, il y a tout le but visé, ce serait qu'un jour, qu'il y en a une grosse partie de ceux-là. Si autant il y a 35 ans, c'était de trouver des maisons pour les héberger, mais aujourd'hui, puis dans les prochaines années, ça pourrait être comme la Fondation Véro et Louis, qui veulent construire une maison. C'est pour des 21 ans et plus. Et j'ose espérer, je rêve un jour, que pour les avoir déjà contactés, mais quand ils auront une deuxième maison à construire, s'ils veulent venir dans le coin ici, on va travailler avec eux autres. Définitivement, c'est ça. On travaille fort sur l'employabilité, je pense, de ces personnes-là. On est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. En plus, Je crois qu'heureusement, ça fait ouvrir certaines barrières et ça fait réfléchir certaines personnes qui sont à la recherche, dans le fond, de main-d'œuvre. Et là, notre clientèle devient très intéressante pour certaines personnes. On essaie de faire beaucoup de maillage, de les faire valoir dans certaines activités, quoi que ce soit. Puis, je vous dirais que ça fonctionne bien. Quand les gens, dans le fond, découvrent notre clientèle, leur donnent une chance, font des petits tests avec eux, des fois, que ce soit quelques semaines, que ce soit du bénévolat, se rendent compte que c'est des personnes pleines et entières, riches, qui apportent beaucoup, qui sont tellement reconnaissants d'être au travail, tout simplement. Alors, c'est un défi de tous les jours qui n'est pas réglé, qui n'est pas solutionné, comme Jacques disait, mais on travaille beaucoup là-dessus aussi. C'est le mandat du ministère d'avoir à les placer ou des choses comme ça, ou aider aux employeurs. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une vitrine à cette clientèle-là, pour justement, avec les gens d'affaires que nous, on sollicite, au moins, on leur montre, regardez, là, c'est des gens que vous pourriez éventuellement embaucher ou quoi que ce soit. Mais il y a des exemples intéressants, même on en a reçu, même quelques-uns ici en entrevue au fil des ans, d'intégration au travail. Et tout le monde est content. Le commerçant est heureux, et évidemment, et la personne, l'usager qui est dans le milieu de travail et se sent... Ils deviennent autonomes. Ils peuvent faire plein de choses, puis ils peuvent penser éventuellement avoir leur auto, ils peuvent penser éventuellement avoir leur appartement ou quoi que ce soit. C'est là qu'on va aller. C'est sûr qu'il y en a qui ne pourront jamais, là, on s'entend, mais il y a différents niveaux, là. Mais ils ont tous besoin d'aide. Oui. Mais est-ce que aussi la clientèle, elle est diversifiée? Puis ça, c'est l'autre chose, c'est que, bon, dans le spectre de l'autisme, TSA ou déficience intellectuelle, c'est pas tout le monde qui est pareil, là. Tout à fait. C'est très varié. C'est très varié. Très varié. Alors, c'est ça. Il faut, je pense, connaître les besoins d'un employeur, exemple, ou d'un organisme ou quoi que ce soit, avec les forces de ces personnes-là, trouver le meilleur pairage possible. Mais il y en a des beaux qui sont possibles. Souvent, on dit que c'est des gens très intelligents. Ils ont une intelligence peut-être qui est différente. Mais quand
on se donne la peine un petit peu de les connaître et de creuser. Ça peut faire des pairages fantastiques. Là, pour le 35e anniversaire, vous arrivez avec une nouvelle image corporative, un nouveau logo. Aussi, oui. Logo réactualisé aussi pour la balade de rêve, de ce que j'ai pu voir. Donc, expliquez-nous un peu le projet du logo. Bien, le logo, c'est on a un bon bénévole qui est avec nous, qui est spécialiste en images, Normand Jalbert. Fait que, on se disait, bien, pour les 35 ans, on pourrait peut-être rajeunir le logo. Fait que je crois que vous en avez une copie, vous pouvez le partager. Alors, ce nouveau logo-là, on en est très, très fiers. C'est un bel accomplissement de Normand. Et du même coup, la balade de rêve, on va être à notre 10e édition. Et la balade de rêve, bien, encore là, on disait, c'était pas mal le même depuis la deuxième année, la deuxième édition. Alors, on est arrivé encore là avec un nouveau logo. Et tant qu'à faire un logo, on voulait aussi, ça fait quelques années, on ramassait des bouts de vidéos qu'on avait mis, qu'on a pris à différentes occasions, différentes éditions. Et puis là, bien, on a fait un montage assez spécial avec quelques témoignages. Et puis, si tu te souviens, Eric, tu as été interviewé par notre ami Marc. Alors, Marc a fait quelques entrevues, puis il explique ses entrevues sur cette vidéo-là. C'est vraiment cute. Une belle vidéo, puis ça, je pense que ça devrait nous aider. La Fondation veut l'amener à un niveau assez élevé. Si l'année passée, on a ramassé dans les 50 000 pour la 10e édition, on vise 100 000 on aimerait ça. Fait que c'est avec cet outil-là, entre autres, qu'on se prend déjà d'avance, qu'on va déjà pouvoir... on espère que les gens vont la diffuser, puis que ça devienne viral. Et ça, la balade de rêve, peut-être juste à expliquer aux gens comment ça a commencé, parce qu'aujourd'hui, c'est rendu un événement... je dirais pas monstrueux, mais c'est gros. C'est un gros événement. C'est vraiment gros. Ça dure une journée, ça implique un paquet de monde. Combien d'autos? On est à 130 à peu près, puis on ne peut pas aller bien plus que ça. Puis quand on dit des autos, tu sais comme moi qu'il y a des bétonnières, des gros camions. Mais c'est ça, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Puis là, les gens sont jumelés avec des usagers qui peuvent faire 1, 2, 3, 4 balades dans la même journée avec des véhicules différents, des chauffeurs différents. Mais là, ça a commencé comment, la balade? Bien, ça a commencé, c'était un ami à moi que je visite son condo près de la rivière, puis on avait joué au golf, il arrive, puis il monte dans le garage, il y avait une belle Ferrari, puis je vois ça, une Ferrari, une Corvette. Puis c'est Michel, il dit, Jacques, il dit, si jamais tu veux faire un tour, moi, il dit n'importe quand, il pourrait te faire un tour. Puis il dit, moi, Michel, assis dans une Ferrari, je ne suis pas sûr que vous allez tellement apprécier, mais je pense à ça, il y a des gens que je connais qu'eux autres, ils pourraient peut-être apprécier. C'est à partir de là, la balade de rêve. Fait que c'est suite à ce que Michel m'a offert, que moi, bien, j'ai transporté ça, puis à une certaine automne, j'ai appelé Michel. Michel est venu avec sa Ferrari, sa Corvette. J'ai appelé d'autres amis qui avaient des vieilles motos. Mike Force, à l'époque, qui était venu. Puis là, bien, on était une douzaine d'autos. Puis là, on embarquait les usagers d'une place, d'un point A au point B. On est allé jusqu'à Bedford dans le temps. Aujourd'hui, on ne va pas si loin parce que c'était trop loin. Bien, on avait appris de cette fois-là. Puis la première édition, c'était pas pour ramasser d'argent. C'était tout simplement pour voir si les usagers aimeraient ça. Ils n'ont pas aussi terminé qu'ils demandaient c'est quand la prochaine. Donc, on a dit on va en refaire d'autres. À 3 ans, c'est pareil. Et comment l'événement est-il devenu payant? C'est ça. Donc, c'est un peu comme le concept. Ceux qui vont courir pour une cause ou quoi que ce soit, ils vont dire à leurs amis, à leur réseau, à leurs contacts, ils vont dire Gab, je m'en vais courir, veux-tu me supporter? Donc, nous, c'est que les chauffeurs qui viennent, ils disent à leurs amis et à leurs contacts regardez, je donne ma journée avec mon véhicule. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez supporter mon écurie. Fait qu'on appelle ça l'écurie, là, ils supportent la... Fait que sur notre site web, on retrouve tous nos véhicules, les 130 quelques véhicules, avec les chauffeurs. Et c'est là que nos usagers peuvent aller choisir d'avance quel véhicule de rêve qu'ils font. Parce que la journée même, on ne peut pas se mettre à se poser des questions. Il y a une grosse c'est tout planifié, la logistique en arrière. Et du même coup, c'est là que des gens vont contribuer. Bon, là, on disait tantôt, donc la balade de rêve, ça rapporte quoi? 50 000 par année, à peu près. Le vin fromage... L'année passée, 50 quelques mille. 50 quelques mille aussi. Et là, le tirage, lui, ça, c'est le gros morceau? C'est 30 quelques mille. 30 quelques mille aussi. Oui. Il y a d'autres sources, je vous dirais, mais les événements, grosso modo, rapportent ça. Il y a des grosses fondations aussi qui nous supportent parce qu'on les sollicite aussi. Alors ça, c'est un petit point qu'il ne faut pas oublier. C'est un travail qui est dans l'ombre, évidemment, mais on va solliciter des plus grosses fondations qui ont à cœur la qualité de vie des personnes, soit déficientes, des personnes autistes. Alors, on peut faire des demandes de dons de temps en temps, où il y en a qui ont à cœur aussi les camps d'été. Alors, des fois, ce n'est pas spécifiquement pour notre clientèle, mais ils ont quelque chose dans leur mission qui rejoint la nôtre. Alors, on se permet de faire certaines demandes. Habituellement, on a quand même des bons montants qui subviennent aussi de ces grosses fondations-là. La moitié de votre financement, c'est les activités, à peu près?
Puis l'autre moitié du financement, c'est... On a un autre volet aussi qu'on n'a pas parlé, puis que je sais que ton émission est souvent écoutée par des gens d'affaires, des gens du milieu. On a ce qu'on appelle le partenariat. Donc, il y a des gens qui nous donnent un montant annuellement. Sur une base annuelle, ça revient, on leur demande. Ça nous aide beaucoup. Et en retour, ces gens-là peuvent avoir des billets de nos activités ou encore une certaine visibilité qu'on leur donne. Ça, c'est un beau moyen de financement pour nous autres qui vient nous aider beaucoup. Fait que, les partenaires qui sont là annuellement, tout au long de l'année, dans toutes sortes de choses. Il y a du don corporatif aussi qui s'ajoute à ça, des petites activités qui, des fois, varient d'une année à l'autre, mais il y en a toujours quelques-unes aussi qui viennent s'ajouter à tout ça. Avec ces dons-là qu'on ramasse, les activités qu'on n'a pas parlé, oui, on fait ça, comme la balade de rêve, tout ça, mais il y a une couple d'activités dans l'année, dont le dîner des aînés qu'on appelle, là. On amène ces gens-là à manger avec nous autres. Actuellement, depuis quelques années, ça se fait une cabane à sucre. Mais 5 services, là, ces gens-là sont assis à une table, se faire servir 5 services, ils ne connaissent pas ça. La majorité de ces gens-là sont sur le seuil de pauvreté. Fait que, ils vont aller dans des cafétérias, des choses comme ça, mais se faire servir un repas à 5 services, c'est extraordinaire pour eux. Très apprécié. C'est une autre forme de don, dans le fond, qui est des fois par des activités Donc, sociales. si on comprend la source des revenus un peu mieux, et même on pourrait dire à la blague que Jacques s'occupe de ramasser l'argent et José s'occupe de la dépenser. Ouais, on peut dire ça, oui. Mais c'est quoi les demandes de dons, pas de dons, mais quand vient le temps de dépenser cet argent-là, les demandes d'aide que vous avez, ça ressemble à quoi à peu près? Alors, les demandes d'aide, c'est souvent pour du répit, pour les familles, principalement. pour les gens qui vivent encore dans leur famille. Ça va être pour du matériel adapté, beaucoup, pour des camps de jour, des camps d'été, des loisirs adaptés aussi. On veut que notre clientèle socialise, bouge et tout ça. Alors, il y a toutes sortes de formes de loisirs qui existent, puis de plus en plus adaptées à la condition de notre clientèle qui est extraordinaire. Alors ça, on essaie de pallier à ça. Ou des fois, ça va être tout simplement qu'un loisir peut se donner, mais il va avoir une surveillance accrue, il va avoir un intervenant qualifié qui va être avec lui. Alors, il y a des coûts supplémentaires des fois pour avoir plus de personnel qui accompagne des petits groupes, par exemple, de notre clientèle. Il y a du transport adapté aussi, des fois, qu'on va permettre. Parce que des fois, c'est le tremplin pour aller à une activité ou pour aller travailler ou pour aller... Alors, certaines choses existent au niveau du transport en commun, mais pour d'autres personnes, c'est un petit peu plus difficile. On va contribuer aussi au niveau du transport. Vous avez une clientèle de combien d'usagers qui potentiellement peut faire des demandes d'aide au renfort? Qui en font, je vous dirais, on frôle peut-être le 275 personnes par année qui font des demandes de dons. On réussit à donner à peu près à 225 personnes par année. Et les dons, les demandes d'aide varient de quoi à quoi? Ah, c'est varié. Comme je dis, les personnes peuvent nous demander jusqu'à 1 000 $ par année. Ça ne veut pas dire qu'on va être capable de leur donner, mais dans le fond, ils peuvent essayer de faire déposer des demandes pour 1 000 $, mais ça va varier de 50 $ à 1 000 $ par année, souvent par personne. Ouais. Mais c'est souvent ce qui fait toute la différence. Là. Oui, puis je rajouterais que la clientèle qu'on aide, mais c'est la clientèle défavorisée financièrement aussi. Là. On regarde toujours les revenus de la famille. Si une famille là, qui a un bon revenu, c'est pas eux autres qu'on va aider en priorité. Ouais. On va aider naturellement, souvent, c'est ceux qui sont à très, très faibles revenus. On regarde le revenu familial, c'est ça qui peut faire la différence. C'est quoi l'enjeu ou le défi auquel vous allez être confronté à moyen long terme pour la gestion de la Fondation? Il y en a plusieurs. Le domaine de la philanthropie, je pense, est un défi en soi, tout simplement. Alors, c'est peut-être une réponse de base, mais qui est sûrement partagée par plein d'organismes qui nous côtoient dans le quotidien. Les résidences aussi, c'est quand même un défi. Tout le côté immobilier, il y a une relation avec le gouvernement à ce niveau-là. Alors, je pense qu'il y a plein de gens de bonne volonté, mais des fois, il y a des règles du jeu qui sont quand même des défis dans la gestion quotidienne de ces choses-là. Donc, prochaine activité, c'est le vin fromage, le 18 avril. Jeudi saint, le 18 avril, au Qualité Hôtel. 100 $ le billet. On a aussi, c'est nouveau cette année, des tables de VIP à 1 200 $. C'est 8 personnes. Puis il y a quelques petites choses à rattacher à ça, là, des faveurs. Bon. Et le tirage, lui, se fait à quel moment dans l'année? Le tirage, on est déjà dans les... il y a déjà 2 mois de passé, 4 tirages, mais il y en a sur 5 mois. Il y a 2 tirages par mois, il y a 10 tirages. Mais on va commencer la vente des billets en octobre, novembre, décembre. Bon. Pour un début de saison, en début d'année, on fait les tirages. Et après ça, début septembre, c'est la balade de rêve? Oui, mais avant ça, on commence à donner. On n'attend pas en septembre. On commence avant. Ou c'est des entreprises qui veulent associer leur nom à la balade. On a un plan de partenariat pour ça aussi. Fait que ça, les gens sont bienvenus de contacter avec moi.
Mais la balade va être le samedi 14 septembre cette année. Tu sais qu'il y a un running gag avec moi, hein, que... C'est-à-dire? Il y a des gens, des fois, ils ne veulent plus me donner la main parce qu'ils disent « te donner la main, Ça coûte c'est trop fouille dans cher. nos poches ». Mais vous savez que c'est pas une bonne cause. Ouais. Fait que c'est ça. Bien, bon 35e. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge Lemaire. Salut, ici Alexandre Baudouin. Cette semaine à Sport Express, on parle avec Isabelle Bernard des Lézards. Ça, c'est le soccer pour les tout petits. Puis en deuxième partie de l'émission, Martin Thibert est là. On va parler de PML football. Ça, c'est pour les plus grands. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Petit rappel amical, c'est le temps des sucres. Bon, évidemment, ici, à proximité, dans le secteur de Mont-Saint-Grégoire, mais il y a d'autres endroits aussi en proximité, ou même un peu plus large en Montérégie. Donc, allez faire un tour sur le site de Tourisme Montérégie pour avoir plus de détails sur les possibilités aussi. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, 4 000 en prix à notre traditionnel télébingo. À demain, prochain rendez-vous. Bye-bye.